Bonjour à tous, bienvenue à la quotidienne électorale du Devoir. Carl Rétino-Parazali avec vous en ce jour 35 de la campagne électorale provinciale. Ça avance vite, le jour approche, donc même si on sait que les partis politiques ne s'entendent pas sur bien des choses en campagne électorale, on confronte des idées. Il y a un sujet qui ratisse assez large, sur lequel plusieurs partis s'entendent. 3 des 4 principaux partis appuient la réforme du mode de scrutin. Il y a le Parti vert également qui appuie cette réforme. Mais de quelle réforme on parle exactement? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur le système politique québécois après le 1er octobre prochain? J'en parle ce midi avec Jean-Sébastien Dufresne, qui est directeur général du mouvement Démocratie Nouvelle. Ça, c'est le mouvement qui a, en quelque sorte, rassemblé les partis autour d'une réforme commune et qui a mené une entente de principe en mai dernier. Donc, on verra si cette réforme-là, promise en mai dernier, sera appliquée après le 1er octobre. Mais donc, on veut voir en quoi ça consiste, cette réforme-là. On dit que le système qui sera adopté en vertu de l'entente de mai dernier, c'est le système proportionnel mixte avec redistribution régionale. Un grand mot qui veut dire quoi, grosso modo, M. Dufresne? Oui, bonjour, Carl. Bonjour. Merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui pour parler de cette question-là importante, qu'on estime qu'elle devrait avoir beaucoup plus de visibilité durant la campagne électorale, parce que c'est quand même un changement important qui est proposé à notre système démocratique, de revoir notre mode de scrutin et de s'assurer, la volonté de faire ça, c'est de s'assurer que la représentation de la population soit plus effective, donc qu'elle soit mieux faite dans l'Assemblée nationale, donc d'avoir un système qui ne fait ni plus ni moins que représenter les proportions d'appui que chacun des partis a obtenus dans l'Assemblée nationale, donc au niveau de leur proportion de sièges. C'est pour ça qu'on appelle un système à finalité proportionnelle. C'est qu'un parti qui obtient 20 des voix devrait, ni plus ni moins, obtenir environ 20 du poids politique, donc des sièges à l'Assemblée nationale. Et présentement, ce n'est pas le cas. Il faut croire que notre système actuellement fait en sorte qu'avec à peine une quarantaine de des votes, on peut obtenir plus de 50 des sièges et donc d'avoir 100 du pouvoir. Et c'est ce qui se fait présentement au Québec, c'est ce qui se passe aussi au Canada. On se ramasse à avoir un système où le parti au pouvoir n'a pas obtenu l'appui de la majorité de la population et peut voter ce que bon lui semble. Donc, n'a pas besoin nécessairement de faire de compromis avec les autres partis politiques. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on se trouve être dans un système où il y a une classe qui dirige et les autres qui subissent, dans le fond. Bien sûr, vous pourrez trouver des exemples où le parti au pouvoir peut avoir fait des compromis, puis peut avoir amené des amendements, des projets de loi, mais il n'y a rien qui les oblige à faire des compromis. Ils pourraient bien décider de faire comme ils l'entendent. Alors, ce qui est proposé, c'est un système, donc, à la fois qui combine les avantages d'un système à finalité proportionnelle qui est utilisé dans plein de pays dans le monde. La très grande majorité des démocraties industrialisées ont un système à finalité proportionnelle. Juste une chose, quand on dit finalité proportionnelle, c'est que le système proportionnel peut avoir différentes variantes, mais la proportionnelle, donc une variante proportionnelle, peut être utilisée à différents endroits. Oui, donc que le but ultime de notre système, c'est de faire en sorte que chacun des partis soit représenté de façon proportionnelle. Parce que c'est la finalité qui est importante. Dans le système actuel, on a un système qui permet de concentrer le pouvoir dans certains partis, et c'est un peu ça qui est amené souvent. Les gens disent on a besoin d'un système qui va concentrer le pouvoir, qui nous permet d'avoir les deux mains sur le guidon. C'est une façon de voir la démocratie. Nous, on partage une autre façon de voir la démocratie, qui est celle qu'on devrait avoir un système qui reflète le mieux possible comment la population pense et comment elle appuie les différents courants de pensée politique. Donc, d'avoir une proportion, donc une portion du système qui est à la proportionnelle, mais aussi qui combine, c'est pour ça qu'on dit proportionnel mixte, c'est d'avoir aussi une portion du système qui suit le système qu'on a actuellement. Donc, d'avoir une représentation par circonscription. C'est pour ça qu'on dit mixte, donc d'avoir et les avantages d'un système proportionnel et aussi les avantages d'un système comme le nôtre. Et comme vous l'avez mentionné, à redistribution régionale, c'est de s'assurer que chacune des régions maintienne le même nombre de députés qu'actuellement. Ça, c'est très important. Ça, c'est un gros point de discussion et ça, c'est convenu entre les partis qui ont pris un engagement, que chaque parti maintienne le même nombre de députés et qu'on s'assure que les députés qu'on dit de compensation, donc dans un système proportionnel mixte, on comprend qu'on s'assure que chaque parti obtienne le pourcentage de sièges qui correspond à son pourcentage d'appui populaire. Mais ici, on se rend compte, comme c'est le cas actuellement, qu'il y a un des partis qui n'a pas obtenu suffisamment de sièges de circonscription pour atteindre son pourcentage d'appui, c'est là qu'interviennent les sièges de compensation. Et dans la proposition actuelle, ces sièges de compensation-là seraient distribués selon les différentes régions pour, comme ça, maintenir effectivement le même nombre de députés au final par région. OK. Donc, j'essaie de résumer pour voir si j'ai bien compris et si à la maison on peut comprendre aussi. Donc, il y a un redécoupage qui est fait de la carte électorale. Le nombre de circonscriptions reste à être arrêté selon les discussions entre les partis, si j'ai bien compris.
Oui, bien, le consensus, c'est de rester autour du nombre actuel de circonscriptions, de sièges, c'est-à-dire au total, Ouais. parce que dans certains pays où ils vont ajouter des sièges de compensation, donc ils maintiennent les circonscriptions comme elles étaient au départ, et ils ajoutent des sièges de compensation. Au Québec, ce qui est convenu présentement, c'est qu'on ne veut pas ajouter de sièges aux 125 actuels pour le faire passer à un trop gros nombre de sièges. Il y a certaines discussions peut-être d'en ajouter 2 ou 3 pour pouvoir venir avoir un modèle là, optimal, donc passer à 128. Mais l'idée, c'est de rester autour du même nombre de sièges qu'on a actuellement. Mais donc, on prend d'abord la carte électorale, on la découpe en circonscriptions qui ressembleraient potentiellement à celle du gouvernement fédéral, des élections fédérales. On élit donc, avec ces circonscriptions-là, des députés au système, avec le système qu'on connaît actuellement. Et ensuite, on regroupe certaines circonscriptions en régions. Et grâce à ces régions-là, on élit des députés, encore une fois, mais à partir des listes électorales de chaque parti. Oui. Donc, Ça se en tient? fait, effectivement. Donc, si on prend l'exemple d'une région de, disons, pour faire ça simple, qui ont 10 députés présentement. Alors, l'idée, ce serait qu'il y ait 6 de ces 10 députés-là qui soient des députés de circonscription, comme on a présentement. Donc, les gens vont élire une personne, un individu. Ça peut être quelqu'un qui est associé à un parti, ça peut être un indépendant, une indépendante aussi. Et par la suite, on a donc ces 6 sièges de circonscription et qu'il y aurait 4 sièges de compensation. Donc, s'assurer qu'au total, on en a quand même 10, mais que les 4 sièges de compensation qui viennent de liste permettent comme ça de voir est-ce qu'un parti est sous-représenté en fonction de ses sièges de circonscription et faire en sorte que si on voit qu'un parti aurait besoin de 1 ou 2 sièges pour pouvoir lui permettre de venir équilibrer en fonction de l'appui réel qu'il a obtenu en termes de vote là, dans l'ensemble de la région, de permettre de le faire. Donc, on se ramasse à avoir, au lieu d'avoir certaines régions présentement où on a, par exemple, si on prend la Mauricie, on a 100 des députés qui sont du même parti, qui sont du Parti libéral. C'est pas vrai que 100 de la population a voté pour le Parti libéral. Donc, avec un système comme ce qui est proposé là, il y aurait au moins un ou deux députés d'autres partis pour venir comme ça mieux refléter comment la population de la région a voté. Et c'est la même chose dans le cas inverse, où on a des régions comme en Côte-Nord ou à Lanaudière, où il n'y a aucun député du Parti libéral qui sont là. Bien, le Parti libéral n'est aucunement représenté. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'on a des élus de d'autres régions qui se font attribuer cette région-là. Donc, vous avez, par exemple, le ministre responsable du développement de la Côte-Nord et de la Naudière, bien, c'est 2 élus de Montréal. Alors, pour nous, ce n'est pas représentatif de région. On ne dit pas que ces 2 élus-là ne font pas du bon travail, ils doivent faire un très bon travail, mais on dit qu'avec un système proportionnel, il y aurait au moins un élu du parti au pouvoir dans chacune des régions, ce qui permettrait d'avoir quelqu'un de la région qui assume la responsabilité de voir au développement de la région au sein du gouvernement. Et est-ce que tous les partis qui recevraient des votes dans ce système-là auraient automatiquement un siège à l'Assemblée nationale? Bien, il y a la question du seuil minimal que les partis doivent obtenir qui est importante. Parce qu'effectivement, il y a une certaine crainte de bien des gens de dire, bien, à ce moment-là, est-ce qu'un parti qui aurait 0,1 % des votes pourrait à ce moment-là obtenir des sièges? Et c'est pas ça dont il est question ici. Ce qui est discuté, c'est d'avoir un seuil minimal d'appui, donc il peut varier entre 2 et 5 % là, et qu'on dit à partir du moment où un parti obtient un certain appui de la population qui justifie sa représentation, c'est de s'assurer que ces voix-là soient portées ou se prennent des décisions à l'Assemblée nationale. Donc, si on fixait le seuil, par exemple, à 2 %, ça voudrait dire qu'un parti qui obtient plus de 2 % a automatiquement un siège? Bien, aurait des sièges en fonction du pourcentage obtenu, effectivement, et qui se trouverait s'il n'y a aucun siège de circonscription que le parti a obtenu, ce seraient des sièges donc de compensation, mais qui seraient attribués dans les régions où le parti a le plus performé. Donc, l'idée, ce n'est pas de parachuter un élu, par exemple, du Parti vert dans une région où les gens ont très peu voté pour le Parti vert, c'est de voir dans quelle région est-ce que le parti a obtenu le plus d'appui pour pouvoir obtenir ce siège-là. D'accord. Donc, je disais en introduction que la réforme du mode de scrutin tel qu'on la décrit actuellement, ça fait l'affaire de 4 partis, donc les 3 principaux, Québec solidaire, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Il y a aussi le Parti vert qui est d'accord. Le seul qui est contre cette réforme-là, c'est le Parti libéral du Québec. M. Couillard l'a répété lundi en entrevue éditoriale au Devoir, encore une fois. Et ce que M. Couillard dit, grosso modo, c'est qu'il craint que cette réforme-là nuise aux régions. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que le système actuel ne représente pas bien les régions. Donc, je pense que s'il y a un système qu'on doit critiquer, c'est le nôtre. Hein, avec les exemples que je vous ai donnés, qu'il y a des régions où il y a 100 % de même parti qui obtient tous les sièges et qu'il n'y a pas de diversité donc, dans la députation de la région, ou à l'inverse des régions où il y a 0 député du parti au pouvoir, nous, on trouve que ça ne fait pas de sens. On doit s'assurer que chacune des régions soit représentée convenablement selon l'appui populaire que chacun des partis a obtenu. Le système qui est proposé n'est pas parfait. C'est sûr qu'on n'arrivera pas avec une représentation précise à la virgule près,
Mais l'idée, c'est de se rapprocher d'une représentation plus proportionnelle, ce qui n'est pas le cas du tout présentement. Donc, oui, l'argument que M. Couillard amène en disant, bon, il va y avoir un impact sur la représentation des régions, je pense que c'est surtout, il faut voir dans ça, une volonté de se distinguer des autres partis et de présenter l'option du statu quo. Parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui va être favorable au statu quo sur n'importe quel enjeu. Donc ça, bon, ils ont choisi cet angle-là, mais il faut comprendre que le Parti libéral aussi serait avantagé dans un système comme celui-là, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire où le Parti libéral a été désavantagé, donc a été faussement, là, une fausse représentation négative, donc s'est retrouvé à être sous-représenté avec notre système actuel. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est un système où tous les partis seraient gagnants parce que chaque parti obtiendrait la proportion du pouvoir qui correspond à sa proportion d'appui. Donc, ni plus ni moins. Et faire en sorte d'éviter que des fois, on est avantagé, des fois, on est perdant. Et selon nous, bien, à coup sûr, dans ces cas-là, c'est la démocratie qui est perdante. Mais reste que l'argument de M. Couillard, c'est de dire notamment, si on a un système proportionnel, comme on le propose ici, avec une liste des partis, il se pourrait qu'un député soit, entre guillemets, parachuté dans une circonscription ou une région qui n'est pas la sienne. Alors qu'actuellement, bien, on sait que les députés sont élus dans chaque circonscription et donc, normalement, viennent de cette circonscription-là ou ont des contacts au niveau local. Bien, en fait, il faut rectifier à ce moment-là, c'est dire, parce que la proposition qui est sur la table, c'est un système avec des listes régionales. Donc, c'est de s'assurer que les élus de compensation par région vont provenir de listes de candidates et de candidats qui proviennent de la région. Donc, de gens qui vont avoir fait campagne dans la région et une fois élus, ces gens-là vont aussi défendre les intérêts de leur région. Donc, ils vont se ramasser à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir en parler ils vont se regrouper au sein du caucus de leur région. Et l'avantage, c'est qu'on va se retrouver à avoir moins de caucus monolithiques de juste un parti, savoir avec des caucus régionaux, mais d'élus de différents partis, et qui vont devoir parlementer et trouver des consensus en ayant en tête l'intérêt supérieur des citoyennes et des citoyens et non pas l'intérêt de leur parti uniquement. Avant qu'on poursuive, on me fait remarquer que le NPD Québec aussi appuie la réforme. N'était pas, je crois, formé au moment où vous avez débuté les discussions. Uh-huh. Mais donc, semble-t-il qu'ils appuient la chose. Effectivement, et le Parti conservateur du Québec également, qui a adopté dans ses instances des positions. Donc, c'est pour dire là, qu'on couvre vraiment un spectre là, très large. Ouais. Et c'est pour ça que, bon, au niveau du Parti libéral, c'est malheureux. Ils ont eu l'occasion, et moi, personnellement, j'ai fait des démarches, j'ai été à leur rencontre, autant le parti, autant la députation. Donc, on a fait notre effort d'aller à la rencontre du Parti libéral. Ils ont choisi cette position-là, ce sera à eux de la défendre. Mais nous, on croit que le projet dont on fait la promotion ici va également apporter aux élus du Parti libéral. Il faut aussi comprendre que des fois, là, il y a une situation particulière, par exemple à Montréal, dans Darcy-McGee ou des coins comme ça, où, dans le fond, il y a un fort vote libéral. Bien, ces gens-là qui vont voter pour le Parti libéral, une fois qu'ils ont élu donc la personne, leur député au niveau local, bien, leur vote a peu d'influence sur la représentation du Parti libéral dans l'ensemble du Québec. Alors, l'idée, c'est de dire, bien, dans les endroits où le Parti libéral a son vote de concentré, ils sont perdants d'une certaine façon. Ce vote-là devrait pouvoir aussi influencer la représentation à l'échelle du Québec. Autrement dit, si dans une circonscription très rouge, il y a 95 des gens qui votent libéral, bien, ces gens qui sont au-dessus de la barre du 50 grosso modo, leur vote est perdu. Leur vote est perdu. Ouais. Donc, vous voyez, autant on peut perdre un vote dans des châteaux forts quand on vote pour le parti qui les remporte, autant on perd notre vote quand on va voter pour le parti qui n'est pas le parti qui est favori et qu'on se trouve à ce moment-là à ne pas du tout influencer le résultat au final. Et nous, on croit que le vote de l'ensemble du Québec doit avoir un impact sur la composition de l'Assemblée nationale parce que les lois qui sont votées ont un impact sur l'ensemble de la population. Ce système-là pose quand même certaines questions. Il y a un internaute qui nous demande, en fait, qui a peur de la proportionnelle parce qu'on craint grosso modo que des partis, entre guillemets, extrémistes soient représentés à l'Assemblée nationale et polluent en quelque sorte les débats. Est-ce qu'on doit craindre donc la représentation de partis qui n'ont peut-être pas leur place dans le débat politique? Bien, il faudrait peut-être comprendre donc quelle est cette crainte-là. Si la crainte, c'est de faire en sorte qu'il y ait un pouvoir trop grand donné à des partis qui ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne partage pas, bien, notre système actuel le fait. On regarde ce qui se passe en Ontario, on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on a des systèmes où il y a une prime, dans le fond, au parti qui vient gagner, qui lui donne, dans bien des cas, dans la majorité des cas, un pouvoir absolu. Et ça, nous, on dit que ça, pour nous, c'est beaucoup plus dangereux de donner un pouvoir absolu dans un parti, peu importe lequel, qui peut faire ce que bon lui semble sans devoir en faire de compromis et sans devoir discuter, alors que dans ce qui est proposé ici, il ne pourra pas y avoir comme ça un monopole du pouvoir. Ça sera pratiquement impossible. En fait, ce n'est pas totalement impossible. La population pourrait voter à plus de 50 pour un même parti.
ça serait possible. Mais à ce moment-là, la population aura fait le choix d'accorder un pouvoir majoritaire à un parti. Présentement, quand il y a des partis qui disent on a un mandat majoritaire, c'est pas vrai. La population n'a pas voté majoritairement pour un parti. C'est les règles du jeu qui accordent un mandat majoritaire et non pas la population. Une autre crainte qu'on a avec ce système-là proportionnel, peu importe sa forme, c'est le fait que s'il y a plusieurs partis représentés, si par exemple le Parti vert y est, Québec solidaire et d'autres, on peut présumer qu'il n'y aura pas un parti qui aura la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et donc, on doit former des coalitions. Et qui dit coalition dit parfois instabilité politique. Parce que si un parti qui gouverne ne peut pas avoir l'appui d'un ou l'autre des partis pour faire passer ses réformes majeures, et là, le gouvernement tombe, et puis on retombe nécessairement en élection. Mm-hmm. Grosso modo, comment est-ce qu'on se prémunit contre ça? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème majeur? Bien, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par stabilité. Parce que nous, ce qu'on prétend, c'est qu'actuellement, là, avec le système qu'on a, bien, vous voyez, on a le retour du balancier constant. Donc, on vote pour un parti, après ça, on vote pour un autre. Après, là, il risque d'avoir un changement de gouvernement qui va passer du tout au tout. Et ça a un impact sur les politiques publiques, ça a un impact sur la vision du développement de notre société, sur notre vision d'avenir. Et ça, pour nous, ce n'est pas un signe de stabilité. C'est qu'on va construire, déconstruire des choses constamment. Alors que quand on regarde les faits dans les pays qui ont un système à finalité proportionnelle, parce que nous, on aime se baser sur les faits. On se dit, c'est pas uniquement sur les opinions, il faut qu'on fasse des choix aussi importants basés sur les faits. Et quand on regarde les faits, on regarde l'expérience internationale, bien, on se rend compte qu'il y a des élections moins fréquentes que ce qu'on a ici, avec des systèmes à finalité proportionnelle. Et pourquoi? Parce que même si les gouvernements, effectivement, sont de coalition, la culture politique vient à changer parce que les partis n'ont aucun intérêt à retourner en élection. Présentement, pourquoi les partis retournent en élection? C'est parce qu'ils veulent obtenir des mandats majoritaires. C'est parce que les partis qui veulent les défaire pensent qu'ils peuvent obtenir un mandat majoritaire. Alors que dans un système où on ne peut pas de toute façon avoir de gouvernement majoritaire et qu'on repose sur des alliances, sur des coalitions, bien là, c'est sûr qu'on a une vision beaucoup plus à long terme de comment vont se jouer ces alliances-là entre chacun des partis. Et on observe, ça c'est des faits, c'est empirique, il y a moins tendance à retourner en élection. Et même, il y a certains États, comme en Allemagne par exemple, où ils ont prévu dans leur législation des modalités pour dire que si un parti veut sortir d'une coalition, ils ne retournent pas en élection. Ils doivent reformer une autre coalition. Donc, à ce moment-là, il faut qu'ils pensent à deux fois avant de se retirer d'une coalition. Il faut dire, bien, parce que aussi, il y a un coût politique à payer pour un parti qui ferait de l'obstruction ou qui viendrait faire en sorte qu'on effrite là, des coalitions. La population va s'en rappeler au moment de venir voter pour eux. Vous avez évoqué l'Allemagne. On sait que Mme Merkel avait quand même eu du mal à former une coalition récemment. En Italie, un système où il y a de la proportionnelle aussi, même si le système politique est un peu différent, on sait que c'est presque le chaos depuis des années parce qu'il y a sans cesse des gouvernements qui se forment et qui se défont. Reste que s'il y a des exemples probants pour votre système, il y a aussi des exemples de cas où ça ne va pas trop bien. Là. Absolument. Absolument. Et nous, on ne prétend pas que la solution proposée est une solution miracle et parfaite. C'est dans le fond de choisir, c'est un arbitrage, hein, de choisir entre des avantages et des inconvénients. Et nous, on croit qu'avec la solution qui est proposée, on a beaucoup d'avantages qui viennent contrer les inconvénients de notre système actuel. Et oui, c'est sûr que vous trouverez toujours des exemples. Les gens parlent d'Israël, ils parlent de l'Italie. Oui, ça peut arriver, bon, on parle d'Allemagne. Ça peut arriver des moments où il y a plus de tensions politiques. Est-ce que c'est strictement à cause de leur mode de scrutin? Probablement pas. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. Mais c'est sûr qu'on peut toujours trouver des situations où les coalitions seraient plus difficiles à être formées. Mais nous, on croit que de façon majoritaire, là, quand on regarde les faits à travers le monde, ça se passe plutôt bien et même très bien. Et au niveau de la satisfaction aussi à l'égard des politiciens et des politiques publiques, on voit vraiment une différence. Donc nous, on croit qu'au Québec, on mérite de s'inspirer des bonnes pratiques, en fait des meilleures pratiques, de voir où est-ce que ça se passe bien à travers le monde. Et un indicateur, nous, qu'on observe et qui est très important, c'est de dire, est-ce que dans les pays où il y a un système à finalité proportionnelle, est-ce qu'il existe des mobilisations citoyennes pour venir vers notre système? Est-ce que les gens réclament ça? Est-ce qu'ils disent le système à la britannique, là, c'est tellement bon qu'on veut appliquer ça chez nous? Non, on observe ça nulle part. Par contre, dans pratiquement tous les pays industrialisés où ils utilisent un système comme le nôtre, il existe des mouvements citoyens comme le nôtre qui militent pour une réforme du mode de scrutin. Donc pour nous, c'est quand même aussi un indicateur de dire, bien, quand on voit que peu importe la culture, peu importe d'où les gens viennent, il y a une volonté de s'en aller vers un système proportionnel et que dans l'autre sens, ça n'existe pas, bien, pour nous, ça parle beaucoup. Bon, on a fait le tour un peu des pour et des contre. Maintenant, il faut savoir si cette réforme-là qui est proposée va être adoptée ou non. Il y a J.L. Gagnon, c'est la manière avec laquelle il se nomme sur Internet,
nous demande en fait comment vous trouvez que le sujet a été abordé. Et moi, j'ajouterais, quelles sont, à votre avis, les chances que cette réforme-là voit le jour après le 1er octobre? Bien, pour nous, c'est important que les chefs se commettent, réaffirment leur engagement. Oui, il y a eu une entente de signer le 9 mai dernier à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais là à la conférence de presse. Donc, il y a eu, oui, cette signature solennelle-là. Ça a été couvert par certains médias. Probablement que bien des gens qui ne le savaient pas, qu'il y a eu une entente qui avait été signée. Là, on en reparle pendant la campagne électorale. Une entente qui dit clairement là, qu'il y aurait un dépôt de projet de loi dans la première année d'un nouveau gouvernement. Donc ça, c'est quand même important et qui mentionne aussi le modèle proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale. Ça aussi, c'est quand même important, là. Si on compare à ce qui s'est fait au fédéral, on est à des années-lumière. Au fédéral, avec Justin Trudeau, il n'y avait pas d'entente entre les partis d'opposition. Et lui arrivait avec une promesse assez floue de dire... Il ne disait pas sur quel système il planait. Il ne disait pas sur quel système. Planchait plutôt. Effectivement. Et bon, il planait aussi, je pense, là-dessus. Il y avait déjà son idée de fait au départ. Mais il n'y avait donc pas de proposition précise, il n'y avait pas d'échéancier. Là, on a appris de cette expérience-là. Et c'est là, vraiment, qu'au niveau de la société civile, le MDN, le Mouvement Démocratie Nouvelle que je dirige, en partenariat avec une multitude d'acteurs de la société civile, on s'est dit, on ne se fera pas avoir cette fois-ci. On va asseoir les partis politiques ensemble en amont, avant les élections. Donc, on a eu plusieurs rencontres. Le Parti libéral était aussi présent à plusieurs de ces rencontres-là. Et l'idée, c'était d'en arriver à une entente. Bon, le Parti libéral n'a pas poursuivi jusqu'au bout, même si la porte a toujours été ouverte. Moi, toutes les fois qu'il y a eu des annonces faites par les partis d'opposition, moi, j'ai pris le soin de parler avec le Parti libéral, de les en informer. Donc, il y a toujours eu cette porte ouverte-là. Là, on arrive à la campagne électorale où c'est le temps, je pense, de marteler ça pour que les gens fassent un choix éclairé, que les gens qui se présentent devant l'urne sachent qu'un vote pour tel ou tel parti, ça implique ou pas une réforme du mode de scrutin. Et ça, c'est très important que les gens le sachent parce qu'on veut s'assurer qu'au lendemain, le 2 octobre, là, peu importe qui va être au pouvoir, si c'est un des partis qui a signé l'entente, que ces gens-là respectent leur entente. Et ça, on va être là, bien entendu, pour leur rappeler tous les jours jusqu'au 1er octobre 2019. Ce qui va être difficile de déterminer d'avance, c'est de savoir qui va être élu, qui aura la balance du pouvoir et donc quel parti pourra ou non aller de l'avant avec la réforme. Ce qui est certain, c'est que M. Couillard lui dit, si je suis au pouvoir et qu'on veut me renverser sur cette question-là, bien, on ira en élection. Et l'autre chose qu'il dit, qui est très importante, c'est qu'il veut aller en référendum. Il exige un référendum, comme ça s'est fait ailleurs, notamment en Colombie-Britannique. Pourquoi ne pas aller... En fait, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là d'un référendum sur une question aussi importante pour une démocratie? Bien, on est dans une démocratie représentative. Donc, on va élire des représentants à l'Assemblée nationale. Bien sûr, on peut critiquer et on aimerait que notre système soit plus représentatif de l'appui populaire. Mais nous, ce qu'on prétend, c'est que si on a une majorité d'élus à l'Assemblée nationale qui, collectivement, représentent une majorité d'électeurs, donc d'avoir les deux. Donc, si on a suffisamment de sièges, donc d'élus à l'Assemblée, et que ces partis-là reflètent plus de 50 % de la population, pour nous, ça, c'est un mandat légitime de pouvoir réformer le mode de scrutin. Ça n'a pas besoin de passer par référendum. Dans plusieurs autres pays, ce qu'ils ont fait, particulièrement en Nouvelle-Zélande, ce qu'on trouve intéressant, ils ont fait, eux, un référendum de validation pour demander à la population, après avoir essayé les systèmes, est-ce que vous voulez maintenir ça ou vous voulez retourner à votre ancien système? Et ça, on trouve ça intéressant parce que ça permet aux gens de faire un choix éclairé. Si on leur demande demain matin, êtes-vous pour ce système-là ou cet autre système-là? Bien, là, on a à choisir entre un système qu'on connaît depuis des générations et un autre système qui est tout à fait nouveau. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont... il y a la crainte du changement, de dire, est-ce qu'on aime mieux rester avec un système qu'on maîtrise bien, alors que d'avoir l'occasion de l'essayer, de voir les bienfaits, bien, par la suite, les gens peuvent faire un choix éclairé. Et ça, on pense que c'est davantage de respecter les électeurs et les électrices, de leur permettre de faire un choix comme celui-là, de choisir entre deux choses qu'ils auront essayées et qui pourront en voir les avantages et les inconvénients. Mais nous, on prétend, et tout le monde, même hier, Louis Massicotte, professeur à l'Université Laval, intervenait sur les ondes de Radio-Canada pour répondre à cette question-là, dire il n'y a pas de règle qui demande qu'il y ait un référendum. C'est tout à fait légal de changer la loi électorale. Nous, on croit que pour qu'il y ait une légitimité à ce changement-là, il faut que ces deux conditions-là soient réunies, qu'il y ait une majorité d'élus qui votent en faveur, et cette majorité d'élus-là représente une majorité de la population. Donc, pour revenir à l'idée que vous évoquiez avec la Nouvelle-Zélande, on pourrait potentiellement réformer le mode de scrutin, l'essayer une fois, puis ensuite dire aux gens, étiez-vous d'accord, avez-vous trouvé que c'était une belle expérience, en passant par un référendum? Ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. Il y a d'autres mécanismes qui ont déjà été utilisés ailleurs, par exemple des jurys citoyens. C'est de dire, on va regrouper certains citoyens qu'on va prendre
un moment pour bien leur expliquer les avantages, les inconvénients, qu'ils puissent sous-peser vraiment là, les différentes options et par la suite, donc, de rendre leur opinion. Donc ça, c'est des façons comme ça qu'on croit qui peut mieux respecter donc, les citoyennes et les citoyens que finalement les amener devant un référendum où, très souvent, et on l'a vu par le passé, il y a, oui, des rapports de force qui sont parfois inégaux entre les acteurs en présence et ce n'est pas toujours dans l'intérêt vraiment d'une saine démocratie quand des fois l'argent intervient, des intérêts autres que strictement sur l'enjeu dont les questions interviennent aussi. Nous, on croit que les débats ont eu lieu au Québec. Ça fait des décennies qu'on en parle. Il y a eu multiples consultations. On en a eu d'ailleurs une qu'on a menée, nous, à l'automne dernier, un rapport d'une 30aine de pages qui a été produit. Donc, les consultations, il y en a eu plusieurs et elles vont toutes dans le même sens. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une constance au Québec. Donc, d'en faire d'autres vont nous amener encore au même point. Là, on pense que les partis, la façon qu'on les a orientés, c'est de dire il faut qu'il y ait une réforme qui se fasse dans le prochain mandat. On ne veut pas pelleter encore plus loin. Et souvent, on le veut au fédéral avec Justin Trudeau, une supposée volonté d'être plus démocratique en allant consulter la population. Ce que ça amène souvent, c'est des délais et de repousser le projet. Très souvent, c'est le fruit d'une volonté de ne pas réformer. Donc, cette fois-ci, est-ce que vous y croyez? On y croit. Écoutez, on n'aura jamais été aussi près de la réforme du mode de scrutin au Québec. On voit l'entente entre les partis d'opposition déjà là. Le Parti libéral, il faut comprendre aussi une chose, c'est que le Parti libéral n'a pas de position contre la réforme du mode de scrutin en tant que parti. Ils n'ont pas une position pour, mais c'est sûr qu'au lendemain des élections du 1er octobre, on pourra se poser la question et on verra les résultats, mais moi, il y a fort à parier que si le Parti libéral, si on voit selon les différentes projections récentes, se trouverait à passer en deuxième devant un parti qui l'emporterait en ayant obtenu moins de votes que lui, ce qui n'est pas exclu présentement. Je pense qu'il y a plusieurs personnes au sein du Parti libéral qui, tout d'un coup, vont se découvrir un nouvel intérêt pour cette réforme. Jean-Sébastien Dufresne, directeur général du mouvement Démocratie Nouvelle, merci d'avoir été là ce midi. Ça me fait bien plaisir et j'invite aussi vos auditeurs et auditrices à suivre les développements de cette campagne-là parce que après les élections du 1er octobre, c'est pas fini. Nous, c'est là que ça commence le travail pour faire en sorte que cette réforme-là se réalise. Donc, je les invite à aller appuyer la campagne et s'inscrire sur le site chaquevoixcompte.com. Ils pourront y trouver à la fois le rapport de notre tournée, l'entente transpartisane et pourront s'inscrire pour pouvoir suivre les développements. Oui, il y a de l'information aussi si vous voulez vous faire une tête sur le sujet et que vous n'êtes pas encore certain. Merci encore d'être venu ce midi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre quotidienne électorale.